Bon, allez, assez rigolé. Bienvenue, Syndrome Ciné, bilan octobre, on s'en fout. On n'a pas le temps, on commence vite. Tranquille, hein, tranquille. Ça va Thomas? Non, ça va pas. On a le temps. Ça va pas du tout. Pourquoi? On n'a pas le temps. Ok. Et donc, No Time to Die. Come on, Bond. Where the hell are you? If we don't do this, there will be nothing left to save. When you're ready. You're late. Can I just have one nice evening, please, before the world explodes? Et on commence par Olivier. Du coup, No Time to Die. Non, No Time to Die, en vrai, c'était sympa, mais très dommage. Juste pour faire le topo vite fait, je pense que dans la saga de Daniel Craig, on avait vraiment eu soit des très très bons films, genre Casino Royale, et surtout Skyfall, qui était vraiment vachement bien. Ou alors on avait eu des trucs franchement pas terribles, genre Spectre, et surtout Quantum of Solace, que personnellement je trouve franchement à chier. Moi, Mais alors, je l'ai pas vu. il pue sa mère, Mais ne le regardez pas. c'est vrai Et du coup, en fait, je trouve qu'avec No Time to Die, on atteint un petit peu le film médian de la saga. C'est-à-dire que il est pas très mauvais, il a quand même de bons trucs qui en sortent, mais c'est pas un bon film, faut être honnête, c'est pas un bon James Bond, et c'est pas non plus une conclusion exceptionnelle, quoi. C'est pas vrai. Personnellement, vraiment, je pense que c'est un film qui est assez sympathique à voir, qui arrive à être assez drôle, mais qui est terriblement fatigué par rapport à son scénario, c'est-à-dire qu'on a une structure scénaristique qui reprend vraiment celle de tous les James Bond, qui semble rendre hommage à quasiment tous les James Bond aussi. Le méchant, on retrouve un petit peu de Dr. No, on retrouve un petit peu de Moonraker. C'est un... Mais même pour un baroud d'honneur, maxi best-of. pour un baroud d'honneur, j'ai pas l'impression qu'ils prennent forcément toujours le temps de se raconter à fond, quoi. Et surtout, j'ai pas l'impression que le film arrive vraiment à s'émanciper du carcan James Bond. Là où, par exemple, un Skyfall arrivait vraiment à faire avancer la saga quelque part. Alors, j'en ai même pas dû voir 10, hein, mais il y a beaucoup de James Bond qui commencent comme du Rossellini. Comme Dieu. Rossellini. Ouais, comme ça. À base de deux amants, 15 minutes qui s'aiment. Non, mais t'as du James Bond qui termine comme ça. Voilà. Oui, c'était Casino Royale, oui. Par rapport à Bon, ça. sinon, dans la globalité. Dans la globalité, j'ai trouvé que c'était pas si mal foutu que ça en termes de mise en scène. Après, très franchement, les plus beaux plans sont dans la bande-annonce. Il y a des bonnes idées quand en termes de il y a ceux par Le mépris. il y a De quel côté est-il? Non, par exemple, t'as ceux dans des ambiances de fête avec des couleurs qui sont assez vives, qui sont assez jolies. T'as des scènes d'action, par exemple la scène d'action dans le bois avec de la brume. C'est le seul moment où le C'est travail pas forcément photo con et est... tout. Oh si, t'as je des mots. trouve travailler. Non, Sérieux mais ça faisait pas... Ça faisait simple. Après que t'aies vu Skyfall et Casino Royale. Même Spectre un peu. Spectre, pour le coup, je trouve ça discutable. C'était je trouve ça discutable. Après, aussi, Skyfall, il a l'avantage de pas être tourné en pellicule, pour le coup. C'est pour ça qu'aussi... Enfin, c'est du numérique et t'as dit Dickens à la photo. No Time to Die, c'est tourné en No Time to Die, il me semble que c'est de la péloche, pour le coup. C'est ce qui expliquerait pourquoi les FX à la fin, notamment, spoilers, lors de la mort de James Bond, sont immondes. Genre, je sais pas si vous nous souvenez du plan où on a absolument tous les missiles qui lui tombent dessus et il est comme ça en mode I stand still, il est de dos et il se prend tout. Ah, c'était ridicule. Je veux dire, c'est ça qui est ridicule. C'est ça qui était terrible, c'est qu'il y avait un brin d'émotion à ce moment-là. Un brin. Après, personnellement, j'étais triste aussi parce que c'est un peu le James Bond de ma génération, c'est le premier qu'on va mourir, et surtout, c'est vraiment un personnage que j'ai vu pendant des années, quoi. Et en fait, d'une certaine manière, c'est un peu ça ce que je pense on peut reprocher à No Time to Die, c'est d'avoir c'est d'avoir vraiment des bons moments, et de venir les saloper avec une énorme dose de ridicule, de tarte à la crème, de méchants mal écrits, de séquences finales qui n'ont rien à foutre là, en mode, je vais te raconter une histoire d'un homme appelé James Bond, que je trouve extrêmement ridicule, quoi, et qui n'a rien à faire. C'est vrai qu'on est sur du niveau de la fin de Dune. C'est vrai. À base de ce n'est que le début. À suivre au prochain épisode. Oui, il y a quelque chose. Alors, c'est le même registre de ridicule, un peu. Non, c'était pire dans Dune. Autant pour moi. Non, c'était pire dans James Bond. C'était pire dans James Bond. Thomas, ton avis? Alors, 2h43, ça peut faire peur, mais moi je trouvais que ça passait à une vitesse.
Ouais. Alors que en y repensant, c'est un film qui effectivement a pas mal de segments qui servent pas à grand chose, qui sont stylés à regarder, qui sont cool, qui sont remplis de moments géniaux, mais qui en soi, dans la globalité du film, pourraient être jartés. Ah oui, clairement. Mais il y a tout un truc. Ou même des scènes d'action peut-être un brin longues aussi. De mes souvenirs, pareil, la scène dans la brume était plutôt bien foutue en termes d'action, mais j'ai trouvé peut-être un brin longuette. Après, là pour le coup, je chipote. Perso, le truc qui m'avait plus frappé, c'était l'introduction, où j'avais plus l'impression, je me dis, mais vraiment, là on parle juste sur de l'action, on développe plus vraiment grand chose, on sait qu'ils vont s'en sortir, donc on pourrait peut-être avancer un petit peu, quoi. C'est ce genre de moments là qui m'ont dérangé. Pas au point d'un Matrix Reloaded si vous l'avez vu. Mais il y a un point, aparté à Matrix Reloaded, parce que de toute façon on a le temps. Hein. Il y a un point dans Matrix Reloaded, alors c'est propre à chacun le moment où il arrive, mais il y a un moment dans Matrix Reloaded où tu lâches tout. Tu te dis, ok, mais... il a mis la moitié de son budget sur 4 minutes, j'en ai rien à foutre. Je vais les savourer les 4 minutes. Justement, Matrix Reloaded, je l'aime bien, c'est juste qu'il y a Oui, mais je l'aime bien long comme ça. Attends, on parle de Matrix là ? Bien sûr. On a fait une petite aparté. On est sur du James. Il y a des pistolets, des gens bien fringués. C'est la On dit vague. Vague. It was at this moment that he knew. He fucked up. Pardon. Je sais pas que ça frappe aussi fort. Sinon. Moi, je trouve non, sinon, je peux donner mon avis. Bah, tu parles de Matrix alors, c'est bon. Non, je réponds à Matrix. Non, je trouve que c'est un film plutôt correct. J'aime bien, alors contrairement à ce que d'autres diraient. Ça tente pas mal de sorties du carcan James Bond. Encore une fois, on commence comme une rom-com à base de genre l'amoureux qui regarde sa bien-aimée partir dans le train. C'est l'idée que je me fais des parapluies de Cherbourg de demi, quoi. On tue le personnage principal, se disant passant. Et puis même quand je disais qu'il y avait des segments qui sont sympas à regarder mais qui servent à rien dans la globalité, ces segments aussi vont tenter de renouveler les trucs. Mais non, mais globalement je trouve le film cool. Alors effectivement, Rami Malek, outre le fait qu'il est Rami Malek, son perso est nul. Il a une fin intéressante. Sa victoire est un peu plus nuancée que je t'ai battu. Je te condamne à la tristesse ou à la mort, voilà quoi. C'est un peu stylé. Mais entre nous, il y a Ana de Armas qui casse des culs. Et puis t'as cette séquence géniale où ils se battent l'un à côté de l'autre dans un bar. Et puis quand ils ont fini de leur premier round, chacun de leur côté, ils reviennent vers le bar, ils se servent un verre, un shot et ils y retournent. Ça, c'est du diamant. Ça, c'est très marrant. Voilà. Bon, par contre, pour les prochains James Bond, changer d'idée, de concept musique. L'acteur, merci. Je pense que c'était le but. Non, mais changer de squelette pour la musique. C'est-à-dire qu'une personne qui chante avec une voix aiguë sur un piano mélancolique, on a donné. Voilà. C'est vrai que No Time to Die, c'est Skyfall plus le Watching on the Wall, la chanson de Spectre. Ils ont fait ça et c'est bon. Ouais. Pour moi, le gros point faible du film, ça reste les méchants, qui sont clairement d'un ridicule profond. Non, mais les méchants. T'as le professeur russe. Il sert juste à être raciste et mourir par c'est ça, voilà. T'as celui avec son œil qui est ridicule. Oh là là, moi je l'aime bien lui. Italien. Je l'aime bien lui. Genre il arrive aucune cinégénie. Mais à l'écran, il est plat, il est fade. Mais un méchant. On dirait le fils de Clint Eastwood. Mais il est fringué en Adidas, il a une petite mobilette, t'as vu? Il fait des 3-6 dans le rond-point. Il donner une mini personnalité avec un œil chelou en mode requin avec ses dents de comme métal. Le gars avec son chapeau dans. Oui, comme le exactement. Mais là, il a aucun charisme, on n'a pas peur pour James Bond quand il croise ce mec. Non. Vraiment, il sait pas tirer déjà, donc tous les méchants dessus ne savent pas tirer. C'est un Stormtrooper. Donc ça, c'est classique des blockbusters James Bond et compagnie. Mais là, on a atteint un niveau quand même assez. Quand ils sont des missiles, ils savent tirer. Ah non, c'est les gentils qui tirent. Non, c'est les gentils. Non, mais genre, il est sur le pont. Il y a une scène au début, il est sur le pont et il est sonné par la bombe qu'il vient de recevoir. Donc on est clairement, de son point de vue, on a les acouphènes et tout. On lui tire dans le dos, il se retourne en mode what the fuck. les gens ne arrêtent de tirer ou tirent à côté. Ils sont en voiture, ils savent pas bien viser. Ouais, c'est bon, arrête. Ça bouge. Arrête. Bref. Donc le gros point faible, c'est les méchants. Rami Malek, on le voit quasiment pas. Et puis, je vais venger ma famille. Non, son histoire n'a pas de sens. Oui, pourquoi tuer tout le monde? Parce qu'au fond, tout le monde veut mourir. Du coup, sa vengeance, c'est vraiment. Au début, la scène d'intro, c'est je vais tuer les gens qui ont tué ma famille. Sauf que faut pas oublier que ton père faisait exactement la même chose. Donc.
Oui. Voilà, juste. Bon, sinon, niveau incohérence scénaristique, il y en a pas mal aussi. Hein. Merci. Je veux dire, la scène où. À part le flingue sous l'aisselle. Oh non, rappelle-moi. mais laisse tomber. Rappelle-moi. Laisse tomber. C'est James Bond en face de toi. Tu lui dis lâche ton arme, allez vite tes armes, j'en ai plus. Et tu le crois. Il est à genoux, voilà. Il dit attends. Ah j'en ai une en fait. Oui, C'est n'importe quoi. Cliché de James Bond numéro 25. Ouais mais là c'est vraiment accentué. J'ai Voilà. carrément oublié. Moi je l'ai vu 2 fois, j'ai pas trop aimé la première fois et la deuxième c'est mieux passé. Je me souviens qu'à la fin la mort de James Bond était ridicule. C'est peut-être aussi. dommage. Mais c'est dommage, l'hommage était un peu raté je trouvais pour la mais première fois et sur la seconde fois ça passait mieux. Mais ouais. Parce que l'humour, franchement, l'humour il est super bien dosé, je trouve. Et généralement, ça rappelle va. tous Ouais, les autres, ça les anciens James Bond, C'est un assez peu marrant. l'humour dragueur, machin. Donc franchement, c'est super bien dosé. Mais les méchants, franchement, c'est une Sauf dans la scène grosse d'intro. déception. On n'a pas parlé de la scène d'intro. Parce qu'on parle de Rome, Ouais, de la scène Rome et d'intro, elle est Nicolas. pas mal. Elle est Mais, pas Ouais, mal. elle est pas mal, je trouve qu'elle est plus mémorable que celle de Spectre, mais elle reste en dessous des. Non mais je veux dire des juste scènes d'intro, une dernière fois, parce que tu parlais de bien sortir des carcans, je trouve qu'on sort bien des carcans quand on fait une bonne scène d'horreur. Dans un James Bond. Ah, la toute première La séquence toute première oui. séquence. Je la retrouve ridicule as fuck. Sérieux Vraiment. Ah, je la trouve à chier. Bah c'est par là, allez-y. La première séquence, justement, on va en parler, je la trouve ridicule en termes de jeu d'actrice, même de jeu d'acteur de la part de Rami Malek. En termes de présence, alors c'est pas uniquement le jeu d'acteur, mais aussi la mise en scène, parce que je trouve que le découpage est extrêmement plat dans cette séquence. Il y a aucune tension. À aucun moment, j'ai eu peur, j'ai trouvé qu'on pouvait avoir de la peur. Oh mec, quand même, le screamer était pas mal. Ah, le screamer, il est éclaté. Ah, vraiment, franchement, j'ai trouvé la première scène nulle à chier. Je vais être honnête, je l'ai trouvé ridicule. L'âge de Rami Malek au début du film Oui, c'est Ah, est oui. quasiment le même. c'est une étrangeté. Alors qu'il y a eu C'est vrai. 10-20 ans qui se sont passés. C'est-à-dire qu'on sait pas, C'est vrai. il a la même tronche, mais on sait pas quel âge il a au début, à la fin, Ah, c'est assez... C'est très bizarre. Alors c'est la magie de la Voilà. teinture de cheveux et du maquillage, je sais pas, mais... Ouais. Voilà. Mais sinon, oui, la fin est quand même intéressante sur le choix de James Bond de mourir. Ouais, À la- enfin, c'est vraiment Enfin, mélo, c'est- c'est vraiment ouais. joli. Et ça, pour C'est le coup, vraiment c'est- triste. il y a des Après, on le voit venir, mais Même si c'est mal fait, il y a eu l'envie de allez vas-y on fait péter le champagne, tu sais. Bon littéralement on fait tout péter en fait. C'est comme ça qu'ils l'ont traduit dans un film. Genre on fout les violons, on a un plan sur chaque personnage secondaire qui réagit. Oh mon dieu James Bond va mourir. Donc c'est trop. Mais j'aime bien l'idée qu'il soit allé à fond. Moi. Mais c'est Ah trop. oui, non, mais aussi, juste autre incohérence scénaristique. Enfin, c'est pas vraiment une incohérence, mais juste un peu what the fuck. Vas-y. On a l'accord des Américains pour tirer. Oui, c'est bon. Bah oui, c'est vrai que mais il y a toujours eu Allez. ça. Mais James Bond a toujours été ça. Si, lâche un demi-dieu, Ouais, c'est ça, un c'est- on a l'accord lâche des Américains un pour tirer, surhomme oui, sur un oui, territoire inconnu. Ah. Tous les James Bond ont Allez. ça depuis un moment. Aussi, il y a un petit truc dont je voulais parler, c'est l'action. Hmm. Pour le coup, je trouve ça plutôt bien foutu. Je le trouve chambé moi là. Avec les plans séquences, avec des Dans quêtes l'escalier. camouflées, des trucs comme ça. Dans Mhm. l'escalier, Dans l'escalier, Ou ça fait même un peu jeu vidéo, mais ça marche. Ça marche. un brin, fait mais jeu ça vidéo, quand fonctionne même. bien. Même si après, il y a aussi des plans qui sont tout cons, mais la scène d'action, justement dans la forêt, dans la brume, il y a un plan où il y a une voiture qui se retourne au-dessus de lui. Et c'est fait juste en un plan filmé à peu près à hauteur d'homme et on passe comme ça avec un petit panneau dessus à l'épaule et on retombe là-dessus et en vrai je pense que tu sais dans la majorité des blockbusters ça a eu 3 plans pour faire un truc comme ça quoi. Sinon, est-ce qu'on parle de la d'Hermas qui est quand même. On l'aime très très Ouais, fort. ouais. Beaucoup de films essaient de la rendre, Le la meilleur rendre personnage. belle et désirable, Mel Gibson tout ça, Ouais. mais elle se démerde toujours pour en même temps avoir un truc un peu trivial, anecdotique, un peu ridicule, genre je sais pas boire de l'alcool. C'est elle est drôle. Elle est vraiment Non, cool. c'est un sympathique caméo pour le coup. C'est je veux un film sur elle. J'en ai Mais rien c'est à dommage que ce soit juste un caméo. On n'a pas Mais il parlé est cool. de 007. Putain, Oh, mais c'est on un a dé- trop de trucs à dire. Mais ça mérite Oui. une vidéo entière ce truc là. Bah C'est oui. con qu'on finisse cet arc là avec Ouais. non, redonner le numéro 007 à James Bond, quand même, c'est lui qui le mérite. Mm. Alors que c'est justement juste un Ouais, c'est chiffre, juste donc un on numéro, en a rien à et foutre. voilà. Donc ils sont protégés d'éventuels haters, Ouais. mais c'est pas les haters qu'on veut garder. hein. Moi, je trouve que Ouais, je elle la joue trouve bien, le elle perso joue est bien. sympa, il Oui, il ça est va. pas Si, essentiel ça non va. plus, mais Ça, il ça fonctionne va. bien. C'est juste, en fait, Pas c'est de- juste c'est pas vraiment ce truc, ce revirement, cet aspect quoi. du scénario Ouais. qui fait que. Enfin, on perd l'intérêt pour elle. Je vous conseille de voir les autres James Bond, ceux qui ont précédé Daniel Craig. Surtout, il y en a un qui est très bien et qui est très sous-estimé, c'est du coup, et on en a beaucoup parlé après ce James Bond là, parce que à la fin, il y a la musique de ce James Bond, c'est Au service secret de Sa Majesté, avec Oui. Georges Lazenby, je crois. Ouais. Ah, c'est juste un tout petit mot sur le générique. Un des génériques de James Bond les plus moches que j'ai jamais vu.
Vraiment. Bah, très franchement, pour me souvenir de Quantum et de Spectre, je trouve qu'on a eu pire. Enfin, Spectre aussi avait un brin de style, mais Quantum... On est quand même dans le pire et le moins Non, bien, ouais, quoi. Ouais, Spectre, c'est vraiment du James Bond classique. Mais celui-là, là, vraiment, j'ai cru qu'ils avaient chopé des trucs d'internet, de YouTube, effets spéciaux, qu'ils les ont mis. Allez, voilà, du coup, James Bond, Olivier, il a plutôt... J'ai trouvé moyen. ça sympa. Voilà. Ouais, sympa. Thomas a C'est un, c'est un film correct, mais j'ai vraiment kiffé le regarder. Voilà. Et moi, je trouvais moyen très moyen sur le premier visionnage et bien sur le deuxième. Voilà. Allez, on passe à la suite. Et c'est... The Last Duel. Le dernier doigt. FX, tu coupes la tête de tout. Penalty for bearing false witness is that you are to be burned alive. I will not be silent. The Last Duel. Olivier va vous raconter pourquoi on a eu du mal à voir ce film. Si je n'ai pas de conneries, c'était un mercredi. Un mercredi. Avec Arsène et notre ami Valentin, nous avions prévu d'aller voir The Last Duel, le dernier Ridley Scott. Et du coup, avec Valentin, malheureusement, nous arrivions en retard parce que le métro, voilà, Paris, la ligne 4, voilà. Chacun son point de vue sur les événements. Je les vois, ils courent pas, donc voilà. Et du coup, Arsène et Valentin commandent leur billet en catastrophe aux bornes. Moi, je cherchais mon bon petit pass UGC parce que je viens tout juste de l'avoir. J'arrive, séance complète. Du coup, j'ai essayé de gruger, j'ai pris un ticket pour Bac Nord. Et je me suis dit, peut-être que ça passe. Et tu t'es gratté dans l'autre salle. Voilà. Du coup, on y va, tous les trois... Enfin, on marche vers la salle, on se dit, allez, faut qu'on se dépêche, peut-être que ça va passer, peut-être qu'avec les pubs, on aura le temps de pas trop louper le début. Et du coup, on arrive devant la salle, et là, on voit qu'il y a plein de monde devant. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il y a un souci dans la salle, qu'il faut qu'on attende avant qu'on puisse rentrer, peut-être qu'il y a un vigile à l'entrée, peut-être qu'on est vraiment baisé, on ne pourra pas le voir. Et du coup, une minute passe. Et du coup, on se dit, bon, on va attendre, on va voir. 1 minute passe, 2 minutes, 3 minutes, 5, 6. Et là, on nous annonce que un portable a explosé avant la projection. Qu'il y a eu masse de fumée et qu'au final ils n'arrivent pas à l'évacuer correctement et donc c'est pas jouable avec les masques plus la fumée des respirés dans cette ambiance de merde. Du coup ils nous ont dit bon bah on annule tout et on allait voir Last Night in Soho. Mais ce n'est malheureusement pas la fin de cette histoire, n'est-ce pas Arsène? Donc nous sommes allés voir Last Night in Soho et quelques jours plus tard nous avons retenté notre chance avec Thomas. On s'est dit il y a des nouveaux films qui sortent. The Last Duel est sorti il y a 1 ou 2 semaines, plus personne va aller le voir, c'est bon, évidemment, c'est fini, voilà, évidemment. C'est fini. La séance était encore complète, du coup on s'est dit bon bah on va aller voir Pig, allez, hein. La séance est encore complète, et on finit sur, vous le verrez tout à l'heure. Du coup, qu'as-tu pensé, Thomas, de ce film? Le pré-shot. Je pense que c'est un très bon film. Notamment parce que Ridley Scott ne l'a pas écrit. Mais effectivement, j'ai l'impression que Ridley Scott se sort bien les dos du cul quand il est sur une commande. Mais non, globalement, c'est un très bon film. J'ai vraiment kiffé d'y aller finalement, surtout avec cette espèce de malédiction qui veillait sur vous deux. J'avais un peu peur, parce que le destin, à 2 reprises... On a failli, on était en retard. Finalement, on était en retard. C'est vraiment le film maudit, en fait. Le destin me dit 2 fois, n'y va pas, pourquoi j'ai payé ma place, tu vois? 8 balles, parce que c'était vraiment le bon prix pour quelque chose où le destin me dit pas y aller. Et bah finalement si, le destin est une pute. Puisque c'est un excellent film. Excellent carrément. Bah je crois bien. C'est un 9 sur 10 sur très bon, très bien. Oh mais non, j'étais mort sur France Critique là. Qui a même le courage d'avoir des petits moments vraiment étranges. Genre la fin par exemple. Je suis toujours pas sûr de ce que me raconte tout dernier plan du film. C'est très drôle que tu parles de cette fin de film parce que moi j'ai trouvé un petit peu en trop justement. En soi je trouve qu'il fait un petit peu tâche, surtout avec le générique qui arrive après, même si en soi ce que raconte le générique, je me suis demandé est-ce que ce serait pas intéressant d'en faire quasiment un petit épilogue, mais est-ce que d'un côté ça ferait pas un peu trop aussi. Pour The Last Duel 2. C'est l'annonce. Pour le gamin, tu sais. Oui. Non, alors The Last Duel, pour le coup, je vais commencer par les défauts. Je trouve que ouais, il y a cette fin un peu en trop. Je trouve que le film a tendance à faire très souvent beaucoup
extrêmement résumé, y compris dans sa mise en scène et dans son montage, c'est-à-dire on arrive à un endroit, establishing shot ou alors 2-3 plans moyens, histoire de setup le cadre. Ensuite, on passe à autre chose, et puis voilà, et c'est très souvent ça sur des séquences de 1 à 2 minutes. Ce qui m'emmerde un petit peu parce que parfois j'ai envie qu'il pose un peu plus sa caméra, qu'il s'autorise un petit peu plus de mouvement, ou alors qu'il s'autorise à laisser souffler cette séquence, quoi. En fait, au début j'avais peur, c'est oh mon dieu, la dernière fois que Ridley Scott nous a fait du médiéval tout gris, ça s'appelait Robin des Bois. Oh, c'était pas bon. Et j'en ai pas un souvenir merveilleux alors que j'avais 11 ans. J'ai pas vu. Donc globalement ça fait peur, hein, moi depuis, Ridley Scott qui fait du médiéval gris. Mais le film, il est entre les deux points. C'est-à-dire qu'à la fois on est tout gris, et en même temps on va te sortir le... Alors c'est tout con, mais t'as Ben Affleck qui va utiliser le mot libertin, par exemple, en parlant d'Adam Driver, et c'est un mot qui existe 300 ans après, quoi. Même si, justement, en rebondissant sur ce que t'as dit, les maquillages et tout, j'avais un peu peur, notamment en voyant la bonne annonce, et autant je trouve que finalement ça passe sur Matt Damon, sa cicatrice, son maquillage, ça va. Autant... Ben Affleck, bon déjà le voir en blond, on n'est pas habitué et je trouve ça vraiment moche. Mais sinon... Après il sort un accent quand même. Oui, alors il a c'est quand vrai, même mais alors bien bossé justement, l'accent, par rapport à ça, sinon, c'est défaut mis à part. Si, il a une voix complètement différente. C'est pas Batman c'est pour le coup, il oui, m'a fait oublier Batman. Oui, c'est mais du coup, pour revenir vite fait à The Last Duel, en oubliant ces défauts-là, c'est bien. Perso, vraiment, j'ai trouvé que c'était un... Alors, je dirais pas jusqu'à dire que c'est un très bon film, mais je dirais que c'est un bon film pour le coup. C'est un 7 sur 10 quoi. Pour moi c'est un 7 sur 10, c'est-à-dire que c'est quand même plutôt bien... Tu vois, Olivier c'est la porte, toi c'est la fenêtre. Toi tu t'envoles très loin. Non, je trouve que c'est quand même plutôt bien foutu en termes de mise en scène, ça fonctionne en termes de tension aussi. Les 3 chapitres sont plutôt bien racontés. Alors, il y a des petites maladresses, par exemple le petit The Truth au début du 3e chapitre. Voilà. Il est intéressant. Alors il est intéressant, mais je trouve ça dommage dans le sens il y a quelque chose de vain finalement. On revient sur cette scène de viol, donc on sait qu'elle a lieu de toute manière, et pour le reste, on peut laisser le spectateur se dire est-ce que c'est vraiment passé comme ça, ça nous impose un peu. Ça nous fait rentrer dans le film et surtout ça nous demande à réfléchir un petit peu, à nous remettre un peu en question. Et ça c'est bien, alors que le The Truth c'est intéressant, mais je trouve que finalement c'est dommage pour un film qui était aussi riche, quoi. Mais et ça amoindrit les deux premiers chapitres. Oui, c'est ça. Parce que finalement tu vois deux choses qui sont que des points de vue. Je me demande si ça va pas être inintéressant, ou presque, de revoir les 2 premières heures, quoi. C'est-à-dire que ces 2 premiers chapitres, bon c'est des points de vue nuancés et falsifiés sur certains éléments. Et justement, mais ça c'est un petit détail, mais ça m'emmerde pas mal. Parce qu'à côté, t'as des bonnes perfs d'acteurs, genre Ben Affleck joue très bien. C'est un énorme enculé. Ah, le Affleck, c'est vraiment le il a un personnage... Je crois plus à ses cheveux qu'à son jeu d'acteur. Ah oui ? Ouais. Pour le coup, c'est terrible. Ça se passe en France et que t'avais dit que t'avais du mal avec l'accent anglais, alors que ça doit être en français. Oui, aussi. Non, mais, tout le monde sont des gens, sont des nobles très légèrement, genre, espèrent être un peu nobles. Lui, il est complètement noble et il parle comme tout le monde. Et eux se forcent à avoir une rigueur de ton, de rythme de parole, tout ça, et lui il s'en bat les couilles. Ce qui va bien avec le personnage, parce que c'est vraiment un je m'en foutiste qui n'en a rien à foutre et qui est juste là pour profiter en fait. Pour moi, c'est dans le cas du personnage. Il y a un décalage que je comprends, parce qu'effectivement c'est un personnage qui est très différent des autres, des personnages qui ont chacun un chapitre, et je suis pas certain de l'application de cette idée. Pour le coup, non, je crois que ça allait pareil pour Driver et Matt Damon. Intimiste. Je trouve que c'est le personnage qui a le plus d'évolution. Notre point de vue sur lui change vraiment. C'est le personnage sur lequel on nous a le plus menti, on pourrait le dire comme ça, finalement. Notamment avec le 3e acte du film, quoi. Oui, voilà, c'est vraiment un étron. C'est plutôt intéressant, quoi. Le personnage de Matt Damon, du coup très intéressant parce que le mariage au début, ça fait vraiment mariage. Moi, je l'ai vu comme un mariage amour, quoi. Ouais, joli. Ouais, ça a l'air mignon. Ça a l'air très mignon. Et au final, dans le 3e acte, tu comprends que c'était juste un mariage stratégique. C'est ça, quoi. Voilà, pour le pouvoir. Juste après marié, il dit littéralement « Mais comment ça, j'ai pas cette terre, moi ?» Aussi, une scène justement que j'aime beaucoup, c'est celle justement où il lui dit « Comment ça, vous avez été violé ?» dans la première. Je vais pas dire qu'il apparaît vraiment compréhensif. Oui, mais dans le premier acte, il paraît incompréhensif. Plus ou moins, mais parce qu'il a déjà... Il a besoin d'un peu de temps. Il a besoin d'un peu de temps aussi. Voilà. Alors que dans la dernière, vraiment, il la violente, et après, il y a une autre scène de viol. Oui, aussi ça. Il y a ça qu'on ne voit pas dans le premier acte, c'est super. Il l'a dans le oublié. deuxième, tu sens l'étranglement. Oui. Et qu'on voit pas du tout dans le premier. Oui, du coup, on a l'impression que c'est un mec qui cherche quand même à défendre sa femme, finalement. Mais dans le 3e acte, tu comprends qu'il veut juste défendre son honneur et son ego.
Mais non, en vrai, en termes de thèmes abordés, en termes de mise en scène, en termes de montage, en termes de scénar, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Il y a des petits soucis, des petits manques de subtilité, je dirais, le fameux The Truth, ou même à la toute fin. Après qui est intéressant, mais qui change le rapport qu'on a au film, je trouve. Ouais. Même si aussi, d'ailleurs, après le dernier duel, quand, c'est gagné, il a etc. gagné. C'est t'as 3-4 plans sur des meufs qui sont en mode ouais, c'est bien. Et je comprends l'intention. Je trouve surtout que c'est pas très subtil, quoi. Ah, mais moi je trouve ça complètement contrebalancé parce que cette victoire est d'une tristesse absolue. Ah oui, sinon ça c'est après c'était juste en fait sur le coup. Mais sur le coup de ce plan, c'est dommage. Sur le coup, en fait, j'ai vraiment eu l'impression de revoir Avengers Endgame avec en mode tenez les meufs, vous avez votre plan. Non. Alors déjà non. Je caricature en effet. Je caricature pour le coup. Mais non, parce que dans The Last Duel, c'était juste sur le coup, je me suis dit est-ce que ça en fait pas un peu trop? Après, c'est vrai qu'avec la fin qui est plus déprimante qu'autre chose, ça fonctionne bien. Ce qui va avec le film, c'est qu'il a pas peur de. Enfin, les hommes sont des c'est totalement ça. Connards. C'est le message du film. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. C'est vraiment ça. C'est men are trash. Et aussi, la mentalité des hommes, c'est de la merde. C'est ça. Et c'est très bien. Cette époque-là, elle est encore plus patriarcale que la nôtre, qui est déjà quand même. Il a vraiment pas peur de le montrer, quoi. Et le truc que je trouve assez intéressant, qui donne un peu de nuance, c'est aussi les personnages féminins qui acquièrent cette morale des hommes. Oui, j'aime beaucoup ce passage où la mère de Matt Damon propage le discours patriarcal de non, moi on m'a violé, mais je me suis relevé. Et là, comment dire, les années et le temps et l'environnement social autour d'elle, les coutumes ont fait qu'elle est fière de ça. Alors que c'est terrifiant. Mais d'ailleurs aussi une autre phrase qui m'a pas mal marqué et qui m'a fait péter un câble, c'est quand ils ont dit le viol envers une femme n'est pas un crime. Il n'en est un que si c'est fait envers un noble d'un homme. Si elle est mariée, c'est une insulte contre son mari. Oui, c'est ça. À l'époque, c'est ça. Mais à l'époque, c'est ça qui est intéressant, c'est Men are Trash à un niveau individuel parce que Matt Damon se transforme au fur et à mesure. T'as trompé un autre homme, connard. Et les instances qui jugent cette affaire sont pourries. Non, il y a un autre truc qui est bien, c'est la différence entre le point de vue d'Adam Driver et le point de vue de Jodie Comer. Parce que ils ne sont pas totalement différents. Vraiment, parce qu'il y a des légères modifications qui sont sur le viol. Très juste, parce que Adam Driver, il sait se faire pardonner à l'église. Oui, il achète son pardon. Il avoue qu'il a violé une meuf, en gros. Et mais c'est pas, ils ont pas fait un point de vue en mode je lui ai fait l'amour avec respect. C'est vraiment pas ça. Il sait il avoue qu'il a violé. Mais il y a des plans dans le point de vue de Jodie qui montrent que c'était que c'est vécu comme une horreur. Comme une horreur, quoi. Il y a ces tout petits plans de décalage qui sont vraiment justes et parfaits, quoi. Ouais. Vraiment. Tu ressens la différence sans qu'elle soit trop appuyée. Voilà ça. C'est parce que c'est plutôt léger et subtil à droite à gauche que c'est un peu flippant aussi. Ouais, vraiment. C'est d'un point de vue à l'autre. T'as une version où il la plaque contre une porte et t'as tout ce truc de ah ouais non là elle s'est juste pété l'épaule. C'est avant même le viol, elle s'est pété l'épaule. Alors qu'avant, il y a ça qui est bien, c'est qu'avant il y a un peu ce jeu autour de la table où pour un driver c'est vraiment un jeu quoi, avec la femme et pour Judy c'est vraiment je m'échappe, enfin faut que je m'échappe de là quoi. Mais c'est voilà, donc il y a pas trop de différence non plus, donc ça c'est bien, tu vois. Ça c'est parce que le mec enfin il sait qu'il a fait il sait ce qu'il a fait quoi, mais il sait ce qu'il a fait, c'est ça. Puis t'as beaucoup de jeux de montage qui étaient on se marrait, on en rigolait. C'est une séquence où Matt Damon et Adam Driver se revoient depuis longtemps à une soirée, une fête en extérieur. Et dans le point de vue d'Adam Driver, il voit Jodie Comer et Matt Damon qui dansent, et genre il voit Jodie Comer lui sourire et il se dit bah elle veut ma bite. Et après on voit le point de vue de Jodie Comer et on la voit juste, il s'est fait sourire pour se faire aimer. Tu vois. donc en revoyant cette séquence, pour le coup revoir le film ce sera intéressant au moins pour ça, ce moment où on revoit ce sourire du point de vue d'Adam Driver et on sait que non, là c'est de ta gueule mec. Ça tente des trucs. Oui. Le duel. On en a pas parlé, mais c'est vrai. Il est chavé. Incroyable. Il est très cool. Parce que depuis on attend tout le film. Enfin, on attend tout le film. On s'intéresse évidemment au film, mais il y a aussi le duel. C'est le titre. On attend évidemment. C'est le titre. C'est l'issue. Et en vrai, et Matt Damon versus Adam Driver, c'est pas mal. Oh là mais là. en vrai,
En termes de moi tension, j'étais vraiment scotché au c'est siège. vraiment Hein. une en termes petite de chose. tension, il est vachement bien foutu. Et surtout, Bien un truc foutu. qui, moi, m'a bien plu, c'est que depuis Gladiator, il a retenu la leçon et s'était dit je peux me permettre de faire des cuts qui respirent un peu plus. Parce que dans Gladiator, Oui, c'est oui. plutôt bien foutu, mais il y a des moments, ça respire pas. Ça C'est vraiment charcut. du tac, Ouais, tac, ouais, tac. bien sûr. Et des moments, tu comprends pas tout. Là, c'est ce qui des est cuts important. intelligents. C'est des Là cuts oui, très ça fonctionne bien. intelligents. Et Ouais. aussi un petit truc qui, au début, où justement je me suis dit, oh merde, ça va être ça, oh non, ça c'est pas bon, c'est quand il y a, bon du coup, spoiler, mais quand il y a Matt Damon qui commence à s'arrêter un peu pour être en mode, vas-y, avoue-le, Ah il y a l'autre ouais. qui veut pas. Ouais, j'ai Et au j'ai début, eu peur moi on a aussi. eu peur. Justement, tous eu peur, justement, je me suis dit, oh putain, il va le Il va le planter, sauver. et ça va être de la merde ou quelque chose comme ça, ou alors il va y avoir un autre truc. Et là non, il y a cette mort ultra violente, et ça fonctionne du feu de Dieu, C'est quoi. méga gore, quoi. C'est... Ah ouais. Non, pour le coup, la séquence de duel, bah t'as raison, elle est vachement chiadée, comme tu disais. Voilà. Désolé parce qu'il reste 30 secondes à la Ouais. caméra. On passe maintenant à The French Dispatch. A message from the foreman. 1 hour to press. You're fired. Really? Don't cry in my office. Nous allons commencer avec The Fanboy de Wes Anderson. Non. Qui n'est d'autre que Olivier. Non, on va commencer avec Arsène, qui est le gars qui a un avis négatif. Bon, alors déjà, on va commencer avec l'anecdote. Voilà. L'anecdote de Cannes. Alors, nous étions avec Olivier au festival. Nous avons eu la chance d'aller au festival de Cannes. Non. Et j'ai pu assister pour la grande soirée avec la diffusion de The French Dispatch en présence de l'équipe du film. Donc ça, c'était très cool. Bon, j'étais tout en haut, je sais pas, mais c'était quand même très très cool. Mais j'ai réussi à m'endormir devant le film. Bah, pendant la première histoire, ma première, je dors très souvent au cinéma alors que je n'ai pas envie. Pour The Last Duel, j'avais un peu dormi aussi. Pour Citizen Kane, pareil. 2 fois devant Citizen Kane. 2 fois. Et pareil Non, pour The French Dispatch, C'est bon, on a l'a gagné 3 retenté. commentaires, c'est bon. Et je me suis encore endormi. Alors j'avais adoré Fantastic Mr. Fox qu'on avait revu à La Rochelle au festival cette année. Et j'avais aussi plutôt bien aimé The Grand Budapest Hotel. Voilà, c'était quand même très cool. Mais alors The French Dispatch, je suis jamais vraiment rentré dans le film des 2 fois en fait. Comme je suis habitué au style d'Anderson, pour ce film ça a pas fonctionné. Ça a pas fonctionné pour moi. Mais là l'histoire ton histoire me fait chier. Et c'est un mec qui se fait plaisir, qui pense à sa gueule, c'est cool. Mais ton esthétique du cadre a fonctionné sur plusieurs films, mais sur ce coup-là, il a perdu du charme ou alors il en a trop mis. Du coup, bah la dose n'était plus la bonne. Je sais pas. J'ai une petite question. Vas-y. Pour les 2 séances, est-ce que t'avais ressenti une différence? Parce que quand tu l'as revu et que j'étais là, on était genre au 2e rang, donc très très proche de l'écran, et on se faisait la réflexion qu'on devait lever la tête. Est-ce que t'avais la même sensation dans un super gros écran à Cannes, même de loin? Bah déjà à Cannes il y avait l'attente parce que c'est la soirée Cannes, tapis rouge, tout ça, enfin c'est le film le plus attendu, un des films les plus attendus à Cannes. Tu vas le voir et t'es un peu déçu, enfin t'es même très, très déçu parce que t'es pas rentré dedans. Et là j'y suis allé en mode j'ai déjà vu le film, ça me fait un peu chier. En plus c'était un plan C, c'est même pas un plan B, voilà, c'était vraiment un plan on C. voulait voir Last Duel à la base. On va voir ça duel, après on s'est dit bon pourquoi pas Pig, et après on a voir French Dispatch au final. T'inquiète pas Olivier, ça va venir. Ça va aller. Et est-ce que j'ai ressenti une différence? Non, c'est toujours pas passé. C'est toujours pas passé et vraiment c'est dommage parce que j'aime bien ce réal, j'aime bien son univers, j'aime bien ce qu'il fait, mais là vraiment ça ne passe pas. J'ai vraiment du mal avec son histoire qui m'emmerde profondément. Alors, The French Dispatch, comment dire? C'est beaucoup trop bien, je m'en bats les couilles. Je trouve pour le coup que c'est un Wes Anderson qui fonctionne quoi. Après, il est vrai que le style Wes Anderson, en fait, je l'associe un petit peu à celui de Miyazaki dans le sens où c'est vraiment des œuvres où je pense qu'il est impossible, mais alors vraiment impossible d'essayer de les analyser de manière objective quoi. C'est vraiment
on a ressenti personnel avec ces œuvres, quoi. En termes de mise en scène, je trouve que c'est vraiment toujours au top, quoi. Il y a toujours Wes Anderson qui arrive à composer extrêmement bien, il y a toujours une vraie poésie de l'image, des choses comme ça. En plus, il y a des jeux entre différents formats, que ce soit pour certaines temporalités, que ce soit pour... différents formats. Ouais, on passe du 4/3 au scope, à différents trucs comme ça. Révolution. Qu'est-ce qu'il y a en scope en ah oui, c'est exemple, du noir et blanc scope, la révolution. Ouais, c'est vrai. T'as ça, t'as même dans le tout premier chapitre, quand on découvre les œuvres, Révolution. le tout premier plan est filmé en couleur en scope, histoire de donner un petit peu d'impact. J'ai entendu beaucoup de gens justement dire oui, je me suis fait chier, etc. Dommage, mais là pour le coup, en fait, j'ai juste l'impression d'avoir vu vraiment des gens qui disaient ouais, c'est bien, mais je me suis ennuyé, ce que je peux comprendre aussi. Mais dans The French Dispatch, pour le coup, je comprends pas quel est le problème, quoi. Je trouve que ça fonctionne toujours aussi bien. Ah, tu comprends pas que tant de gens aient cette césure, cette rupture. Pour le coup, ouais, pour le coup, ça m'a même étonné au début les premiers tours de voir qu'il y en avait autant qui étaient négatifs, quoi. Parce que, alors, là, je parle vraiment pour moi, c'est vraiment un film que j'ai beaucoup kiffé, que je trouve très bien foutu, et le festival d'acteurs me dérange absolument pas, je vois même pas quel est le problème, vu que de toute manière tous jouent bien, donc il n'y a pas de truc à reprocher à ce niveau-là. En termes de composition, je trouve que c'est toujours aussi fin, je trouve qu'il arrive à toujours avoir beaucoup d'humour dans un seul cadre. Je vais dire que j'ai fini pour pouvoir entendre les arguments de Thomas et pouvoir le défoncer juste après, voilà. Non mais en y repensant, c'est un film qui va beaucoup m'intéresser. C'est un objet d'étude très très intéressant, dans la mesure où comme c'est ce que tu constatais en sortant, en entendant les retours négatifs des autres, c'est comme d'habitude, mais ça marche pas pour d'autres. Alors j'ai une théorie qui est pas très solide pour défendre le film, mais je la sors quand même. C'est qu'on était effectivement au 2e rang, et qu'un film dans une grande salle des Halles, donc un film qui travaille autant une image verticale, au 2e rang, ça peut être vraiment relou. Et donc très vite, je vais avoir un inconfort devant le film, qui fait que je m'en fous. C'est-à-dire que les acteurs que je connaissais pas, je les aime bien dans le film, sur le papier, enfin ils jouent bien, j'ai pas de raison de pas aimer leur personnage ou leur interprétation. Je retrouve des acteurs que j'aime bien. D'ailleurs, on était persuadé que le film faisait 2 heures en sortant. Oui, parce qu'il y avait cette petite blague qu'on voulait faire en mode James Bond en 2h43, tu vois pas le temps passer. C'est ça. Moi je trouve ça aberrant. Parce que moi, le seul grief que j'ai sur Anderson depuis, bon, outre le fait qu'il est un peu, deux fois sa bourgeoisie m'emmerde, mais bon, c'est gauche plus tout ça. Moi, ce qui m'embête de temps en temps, c'est qu'il va un peu trop vite. Donc il y a des moments que je rêverais avoir 2-3 d'informations. Il montre des scènes et il les décrit en même temps. Il y a trop d'informations. Il y a un nombre d'informations, que ce soit au niveau du son, de l'image, alors qu'il n'y avait pas ça avant du cadrage. Il y avait moins ça, je veux dire. Et ce qui est marrant, parce que ça, c'est quelque chose que tu m'as dit depuis un moment. Et justement, je suis absolument pas d'accord avec ça. Tu veux dire le florilège, non, le fait que ça va très vitesse. vite. Parce que pour le coup, j'ai toujours eu l'impression que c'est des films qui essayaient d'aller vite, mais qui, même s'ils faisaient 1h30, me paraissaient justement durer 2 heures. Alors, 2 heures que j'apprécie, mais 2 heures quand même. Je pourrais pas, vous attendez de grands arguments de ma part, j'en aurais pas. Je suis pas capable de vous dire que c'est un film qui fonctionne pas parce que c'est un film qui m'a beaucoup énervé. En sortant, là j'ai la froideur de dire que ça peut être un objet d'étude intéressant. En sortant, je suis assez en colère parce que c'est inimaginable pour moi d'avoir un film qui est à ce point similaire aux autres. Mais c'est le film où je veux, pour te dire, ça se termine. Voilà, je veux que ça se termine. Au milieu du film, j'avais envie que ça se termine alors que je savais qu'il y avait 3 récits. Et qu'on était au milieu du 2e. Pour parler de la frustration que je peux avoir devant le film, il a Willem Dafoe en noir et blanc, dans un plan 4/3 incroyablement symétrique, bien construit, qui est rempli de détails, parce que c'est la nuit, il y a eu des délabrements, c'est des ruines et tout, il vient chercher les choses. Et en plus de cette image foisonnante, d'une musique de Desplat un peu inquiétante, un peu, avec des petites notes furtives à droite à gauche, et le fait que tu as énormément d'informations dans le plan, parce que tu vas avoir des bagnoles de flics qui arrivent et une fusillade dans l'arrière-plan, il te fout de la neige. Ah, ce plan-là. Pour parler, notamment. Ouais, tu parlais de dosage tout à l'heure, genre on n'avait jamais eu autant d'informations. Pour le visuel, je le rejoindrai là-dessus, que même Grand Budapest Hotel, quand il est incroyablement fourni, c'est un hôtel incroyable, avec un tapis uni, un mur uni, enfin c'est l'Overlook Hotel de Shining presque. Ouais, je vois. Pour le coup, parfois j'ai vraiment l'impression qu'il savait garder sa simplicité sur comment cadrer avec un plan avec juste un décor, un personnage, des choses comme ça. Pour le coup, le premier chapitre, j'ai vraiment pas l'impression de voir un truc foisonnant. Bien au contraire, il y a une certaine retenue. Le 2e a déjà un peu plus d'idées, je me souviens de décors par exemple qui jartent pour en remplacer un autre, de choses comme ça.
Mais même là, c'est des idées assez simples. Alors oui, ce plan-là, je m'en souviens, mais moi, ce plan-là, je m'en souviens aussi parce que au cinéma, quand je me le suis pris, c'était beau, quoi. Aussi. Et c'est pas quelque chose qui me dérange vraiment. Alors, au contraire. Peut-être que quand tu dis que t'as reçu une claque quand tu l'as vu à Cannes, c'est peut-être aussi par rapport à la compétition. Pas uniquement. Parce que t'aimes beaucoup ce réal et les films qu'on a vus avant nous ont un peu déçus. Enfin, moi, il a fallu attendre la fin du festival pour avoir un film qui mon te film fasse chéri, du bien, quoi. quoi. Voilà. Sauf que il me semble qu'à ce moment-là, on avait déjà vu. Et je t'ai rassuré d'ailleurs. Après, il me semble qu'à ce moment-là, on avait déjà vu Blue Bayou et des films comme ça. Il y en avait déjà des films que j'avais kiffé. C'était des bons films, tu vois. Ouais, mais il y avait déjà eu Where is Anne bien. Frank. Il y avait déjà eu Where is Anne Frank que j'avais bien kiffé aussi. Il y avait déjà eu Benedetta que moi aussi j'avais bien aimé, quoi. Mais non, pour le coup, en termes de cadre, je trouve que ça arrive à se diversifier. Je dis pas que c'est un défaut, c'est juste que j'ai atteint ma limite. D'accord. Bon, s'il y a un point où j'aurais pas d'argument non plus, mais là où je trouverais ça un peu idiot, c'est que déjà que je suis face à un film dans lequel je suis pas investi émotionnellement, si en plus la dimension bourgeoise de son cinéma vient me parler de politique, c'est vrai que là j'ai vraiment du mal. Donc en plus du fait que émotionnellement je suis pas là, ces trois récits m'indiffèrent un peu. Il y a en plus ça de temps en temps, sa vision du monde va m'enfoncer davantage dans mon siège pour regarder son film les yeux entrouverts. Un film respectable mais qui me frustre beaucoup parce que t'as une putain de soirée mais on ne m'a pas ouvert la porte. D'accord. Mais pour conclure du coup, je pense que t'as raison, c'est difficile d'avoir un point de vue objectif là-dessus. Genre chacun a sa dose de Wes Anderson. Et je pense que là avec Thomas notre dose a ses limites, quoi. D'accord. Pour résumer la situation, nous avons deux personnes qui malheureusement n'ont pas pu apprécier The French Dispatch. Ça arrive, c'est comme ça, c'est dommage. Il y a le gros fanboy de merde. C'est un mauvais film non plus, hein. D'accord, ouais. C'est un film bien travaillé. Je suis incapable de le dire. C'est très bien réalisé, ça joue bien de partout. Il y a des superbes plans. Le plan avec la neige et les lampadaires, je trouve magnifique. C'est fantastique. On dit pas que c'est un mauvais film, comme toi, mais on dit juste que ça nous a pas transcendé. Tout de suite, les apartés. Place maintenant aux apartés, parce qu'on a vu des films chacun de notre côté, et on aimerait en parler, voilà. Furtivement, très rapidement. C'est parti tout de suite avec Pleasure de Ninja Thyberg. Voilà, donc il n'y a que Olivier qui l'a vu, donc il va parler. Salut. Du coup, Pleasure, c'est plutôt bien, très franchement. Généralement, ça reste surtout assez serviable et efficace. En termes d'histoire, c'est très intéressant. Ça parle du coup du parcours d'une femme dans l'industrie du X. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça en parle sans forcément diaboliser le milieu, mais tout en étant assez critique pour pouvoir vraiment montrer quelle est la difficulté d'une femme dans ce genre de milieu. En termes de jeu d'actrice, ça jouait très bien. J'étais assez surpris de découvrir que l'actrice principale, c'était son premier film et que c'était absolument pas une actrice professionnelle. Et aussi, ça c'est intéressant par rapport à sa fin, par rapport à son évolution de personnage, comment elle acquiert des mentalités d'homme finalement, un petit peu comme The Last Duel, mais encore dans un autre registre. Et non, si vous voulez le voir, vraiment allez le voir, ce qui est très intéressant, plutôt bien foutu, et ouais, non, c'est un film cool. Last Night in Soho, c'est un film qu'on avait vu avec notre cher Valentin, on vous a déjà raconté l'anecdote. Et du coup, on a des avis qui divergent un peu sur ce film aussi, un peu comme The French Dispatch, dans le sens où je l'ai bien kiffé, j'ai conscience qu'il y a des défauts, il y a des retournements qui sont gros comme une maison, en fait. C'est un peu comme si Edgar Wright s'était dit, tiens, si je faisais des twists à la M. Night Shyamalan. Il y a ça, il y a des moments assez ridicules, des moments un peu kitsch, mais pour moi, il y a un truc qui excuse la majorité de ces défauts-là. C'est le style du Giallo qui a toujours été à fond dans le kitsch, dans l'expérimentation, dans les effets spéciaux complètement démesurés, les mouvements de caméra complètement barges, les éclairages qui suintent, qui dégueulent de couleurs de partout. Et c'est des styles que vraiment que j'adore. Je trouve quand même dans le troisième acte des moments où ça commence à partir un peu trop loin, même pour le côté de Giallo. C'est un brin manichéen, ça c'est vrai. Et non, en vrai, Last Night in Soho, j'ai trouvé ça très bien. Il y a des défauts, c'est très cool quand même. Si vous aimez le Giallo, si vous aimez Edgar Wright, foncez. Alors, moi c'était mon premier Edgar Wright, parce que je n'ai pas vu Baby Driver, j'ai pas vu les Shaun of the Dead, tout ça. Et j'ai eu beaucoup de mal avec sa réalisation et sa caméra toujours en mouvement, toujours fluide. Bon, à la fin de la séance, j'ai peut-être dit un truc un peu trop sévère. J'ai dit, gros, fais pas du cinéma, fais des clips ou un truc comme ça. Mais c'est vrai que c'est une réalisation très clip, très à la mode, en fait, avec une caméra hyper en mouvement, très fluide. Et c'est ce qui m'a dérangé, j'ai du mal avec ce genre de réel, parce que c'est hyper redondant, quoi. C'est l'émotion reste la même, quoi. Alors il y a cette volonté de faire que le cauchemar continue. L'actrice, vraiment, elle est surprise tout le temps, et du coup, bah nous on est plus surpris, en fait. Mais c'est pour le coup le côté caméra tout le temps en mouvement.
je trouve que ça va vraiment très très bien avec l'esthétique du giallo. Mais justement, giallo, alors attends, parce que on a vu Opéra, enfin c'est le premier giallo que j'ai vu, du giallo de Argento, Opéra, et je me souviens, il y a pas tout le temps cette caméra très, j'ai dit, il y a cette caméra en mouvement souvent, mais pas tout le temps. Il modifie souvent sa mise en scène avec des plans fixes très dérangeants. Il utilise des objectifs à courte focale. Qui donne des plans très dérangeants, et il y a vraiment des séquences hyper fixes, avec des cuts un peu dans tous les angles, et ça marche encore plus, c'est encore plus dérangeant qu'une caméra tout le temps fluide, en clip avec des effets spéciaux non-stop. Et encore, elle n'est pas toujours en clip, pour le coup, la caméra aussi. Dans la Sanitso, par exemple, c'est dans la souvent réalité, clip quand même. Il y a énormément de musique en plus, donc ça fait vraiment très long clip. C'est pour ça que je dis ça, mais c'est peut-être aussi à cause de la mode de sortir des clips. C'est comme Gaspard Noé, c'est des réalisations que je n'apprécie pas vraiment. Je comprends qu'on puisse apprécier, mais ce n'est pas mon dada. Voilà. D'accord. Bon, sinon, c'était un bon film, c'est appréciable, voilà, c'est... Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Je comprends pourquoi on aime ce film. Sinon, on passe à la suite, avec Julie en 12 chapitres. Oui. Allez, let's go. Et Olivier va... du coup, va s'en aller. Ce film, j'ai eu l'incroyable chance de le voir à Cannes, encore une fois, aux côtés de Tilda Swinton. Elle était vraiment à côté de moi. Et du coup, c'était cool. C'était juste la petite anecdote. Donc je suis content. Du coup, c'était marrant de voir. Les vampires du cinéma américain. J'étais assis, je me retourne, il y a Tilda Swinton et je suis en mode... Ok. D'accord. Voilà, c'est ça. Julie en 12 chapitres, qui a un titre français bien plus intéressant que le titre VO. Alors d'après Google Traduction, j'ai pas beaucoup cherché, mais il semblerait que le titre VO veut dire le pire être humain du monde, ce qui ma foi donne un point de vue très différent sur le personnage principal. Soit. Mais donc Julie en 12 chapitres est un titre qui me paraît beaucoup plus cohérent, puisque c'est effectivement la vie d'une nana, Julie, découpée en 12 chapitres, qui donc hésite entre les différentes voies de professionnalisation qu'elle aimerait faire, entre les différents mecs avec qui elle voudrait sortir. Donc c'est une petite histoire intimiste comme ça, qui va être mise en scène avec pas mal de joliesse ou d'expressionnisme en fonction. Mais globalement, alors je dirais pas que le temps était aussi long que devant French Dispatch, mais ça fait quand même 2 films où je me dis No Time to Die, et c'est 2h43, c'était quand même vachement bien rythmé. Il dure 2h10 quand même. Il dure 2h08. Le récit de cette personne m'intéresse assez peu. J'ai trouvé une interview de Joachim Trier, un réalisateur, qui expliquait que ce qui l'intéressait au cinéma, c'est la psychologie des personnages humains différents, machin. Ce qui globalement n'est pas le genre de choses qui m'intéressent au cinéma. Il fait des trucs dont je me fous, mais il les fait bien, et il dirige vachement bien des comédiens aussi. Donc c'est-à-dire que je trouve que sa réa est plutôt intelligente. Oui, et bien dosée. J'aime pas bien dosé. Il a une utilisation de la voix off que je trouve aussi con que French Dispatch. Mais globalement, c'est un joli film. Il a un charme, ce film. Il a un petit charme, même si le temps est incroyablement long, mais que je tiens vraiment face au film sur les comédiens. Ce qu'il veut faire jouer à ses comédiens, sur le temps qu'il va prendre pour une petite scène un peu cliché qui aurait duré 30 secondes dans d'autres films. Globalement, je l'aurais oublié dans 3 mois. C'est un film qui me restera pas, mais d'une force. Mais c'était un joli petit moment, assez intéressant, assez bien foutu. Il se fout pas de ma gueule. C'est un film qui se fout pas de ma gueule. Oui, pour reparler de la réal clip, parce que là aussi on a affaire... Non, c'est pour comparer. Il y a un sujet, voilà. Il y a une saga. Là aussi, il y a deux scènes, il me semble, filmées un peu façon clip, un peu fucked up, voilà. Le moment où tout s'arrête, le temps s'arrête, et il y a la femme clip pub, et la femme qui court vers son amoureux qui la rejoint dans un café. Ça fait vraiment clip, pub Nespresso café. Allez, c'est parti, let's go. Le moment où ils prennent de la drogue, bon, ça c'est justifié du coup. Encore une fois, c'est sur 2 scènes et ça marche moins quand c'est sur tout un film comme Last Night in Soho et où l'investissement émotionnel reste le même et perd un peu son cachet, sa surprise. Ça, exactement. C'est le moins marquant parce qu'on a vu 15 fois. Ah oui, clairement, c'est beaucoup moins marquant. Oui, bien sûr. D'accord. Et donc c'est un film qui a d'excellents acteurs, vraiment. Ils sont très très bons. Très très bons ces acteurs. Celle qui joue Julie, je ne me rappelle plus de son prénom. Renatée, elle a même reçu le prix d'interprétation à Cannes, donc vraiment excellent. Et c'est un film plaisant, quoi. Il y a un petit charme, il y a des scènes sublimes, genre la scène de la soirée
où elle ose pas tromper son mari parce que c'est une femme. Son mec. Mais en même temps, elle a envie de connaître une nouvelle aventure. Et je trouve cette scène magnifique avec cette tentation de deux personnes qui s'aiment profondément, mais qui ont chacun de leur côté une autre personne qu'ils aiment. Donc il y a tout ce petit jeu de... elle le regarde pisser, est-ce que c'est trompé, est-ce que renifler les aisselles, est-ce que c'est trompé. Donc c'est vraiment tout ce petit jeu qui va durer toute une scène et qui est très beau, qui est très mignon. Donc c'est un bon film, mais je l'ai pas revu et j'aimerais bien le revoir en fait pour mieux le juger. Voilà, tout de suite on passe à Barbac. Barbac de Fabrice Eboué, qu'on a vu avec Thomas. Parce que la bande-annonce nous donnait tellement envie, quoi. Juste Fabrice Eboué qui avait fait un sketch sur les vegans et qui s'est dit allez, je vais en faire un film. C'est juste énorme. Il y a des dialogues qui nous restent. Je pense qu'il y a un petit ventre mou. Je crois qu'on s'était dit qu'il y avait un moment où le film a du mal à repartir. C'est tout un moment où l'idée de... Oui, pour le rappeler, c'est donc deux bouchers, Fabrice Eboué et Marina Foïs, qui se retrouvent face à l'idée de... Bon, pour sauver notre petite boucherie, faudrait peut-être qu'on tue des véganes. Parce que les gens trouvent ça bon. Et il y a un moment où il y a un moment dans le scénario où Fabrice Eboué hésite et perso je trouvais que c'était un poil trop longtemps. Il y a quelque chose dans le rythme où il y a une mécanique de j'y vais, non je peux pas, qui se répète un peu trop et qui devient presque lassante. C'est assez court mais suffisamment pour qu'on s'en souvienne. Parce que c'est un film qui au fond va quand même aller aborder parce qu'on tue des véganes et tous les véganes de ce film sont des caricatures de véganes radicaux. Enfin le seul cliché qu'il n'y a pas c'est le végane carencé qui est sur le point de crever d'agonie quoi. Mais sinon ils sont tous là. Mais à part ça c'est un film qui va te faire réfléchir sur qu'est-ce que c'est que cette viande qu'on mange. Soit en faisant des séquences de montage très clipesques qui vont te raconter que bah oui c'est une panthère qui chasse une gazelle, c'est la même chose qu'un Fabrice Eboué les yeux écarquillés avec un hachoir qui saute sur une grand-mère dans un parc. C'est un film qui te hurle, vous les réacs qui aimez bien qu'on parle, qui en avons marre qu'on vous engueule parce que vous faites des blagues sur les juifs, vous faites des blagues sur les nazis, machin, et vous aimez bien les films politiquement incorrects, comme ils aiment les appeler. C'est un film qui a la fabrique d'un film politiquement incorrect, qui a les codes de gens plutôt réac, mais qui va parler comme avec un point de vue radical absolu, mais de l'autre côté du spectre politique. Je trouve ça très drôle, parce que j'imagine l'anévrisme qu'il doit y avoir dans la tête de plein de réacs qui sont allés le voir en mode il a dit Auschwitz, mais c'est quand même vachement de gauche. Je discutais avec un vegan qui lui ne veut pas voir le film, vraiment. Il adore Fabrice Eboué, mais il ne veut pas voir le film. Parce que pour lui. Parce que nous ça nous fait rire. Ça lui fait peur en fait. Parce que la bande-annonce, je sentais venir. Alors, il a l'air de se marrer comme un enfant de 8 ans, mais je sens qu'il y a quelque chose d'un peu plus. de politiquement un peu radicalement. Pas de droite. qui est franchement en train de. Venez, on s'amuse et on va sous-entendre qu'ils ont raison, les véganes. Mais oui, c'est ça. Voilà. Parce que finalement, ils sont. Parfois, c'est des antagonistes, parfois, c'est des personnages qu'on veut voir mourir, et parfois, c'est incroyablement satisfaisant. Mais globalement, ils ont plus ou moins raison. Aussi radicaux sont-ils, le film leur donne raison. Olivier, tu peux revenir. Juste, vous voyez la lumière du soleil qui est en train de se barrer. Voilà, ça fait plusieurs heures qu'on tourne. On est un peu fatigué. Un petit peu. Et on passe tout de suite aux prévisions de novembre. Donc, nous allons aller voir ou revoir avec plaisir donc les Olympiades de Jacques Audiard. Beaucoup de choses à dire. Nous avons Les Éternels de Chloé Zhao. Le Marvel qu'on ira voir. Moi ça m'intrigue. Oui, on verra franchement. Voilà. Mais il y a aussi Clint Eastwood qui fait un énième film pour nous dire qu'il va bientôt mourir. C'est ça. Est-ce que ce sera vraiment le dernier cette fois ? On sait pas. Je ne pense pas. Mais... 12 ans. Bref. Orange Sanguine. Orange Sanguine. Dans la catégorie comédie politiquement incorrecte. Ouais, comédie noire, humour noir. Base du front, mais agressive. Qu'on a vu à Cannes avec Olivier, qu'on a trouvé très bon aussi. Ouais, qui est plutôt marrant. J'ai noté Gucci aussi. Oui. Encore de Ridley Scott, décidément. C'est ça. Un mois d'intervalle. J'ai noté Suprême parce que je sais qu'Olivier l'a adoré et je voulais voir. Alors, je l'ai pas adoré non plus, je mais l'ai trouvé très cool. Je l'ai beaucoup aimé. Ouais, il était très cool. Ouais. C'est un biopic sur Supreme NTM. Tout simplement. Oui, on en parlera dans la prochaine vidéo. Parce que là t'es parti. Désolé. Et j'ai noté l'événement et il a remporté récemment le Lion d'Or à Venise. Donc, et c'est un film français. Qui a l'air plutôt intéressant pour le coup. Parce que on a quand même un film français. Ah ouais, on a pas mal de films français. 1, 2, 3, 4.
4 films français. C'est plutôt pas mal. Pas mal, hein. Voilà. Donc tous ces petits films seront à retrouver sur notre prochaine vidéo pour le bilan de novembre. Ouais. Et je rajouterais même aussi qu'il y a The End of Evangelion qui ressort dans les cinémas. Je fais mon forceur. The End of Evangelion. Mais la série originale est une tuerie, le film est excellent. Allez le voir. Et désolé pour l'éclairage, voilà, on a fait ce qu'on peut. On est des gens honnêtes, on est sûrs. Désolé, la prochaine fois ce sera plus quali. Un dernier mot pour ça, on voit de plus en plus de gens qui toussent pendant les séances de cinéma. Vous avez le droit de mourir. Vous avez le droit de mourir, mais avec votre masque, bordel. voilà. Parce que le Covid revient et le Covid tue des gens. Donc si vous pouvez mettre votre masque, je sais que vous êtes vacciné parce que vous êtes négatif parce que vous avez le pass sanitaire, mais enfin bon. Il n'y a pas que le Covid, quoi, en fait. Il n'y a pas que le Covid, exactement. Et on vraiment, avec Thomas, ça nous dérange vraiment parce qu'il y a énormément de gens qui toussent. Au Grand Rex, on était au marathon Harry Potter. J'avais compté, parce que je l'avais déjà vu les films et que voilà. J'ai compté, sur une minute, il y avait 30 personnes qui toussaient en moyenne. Donc ça fait beaucoup. Sur les 4 angles dans la salle, ça fait beaucoup. Toutes les 2 secondes. Voilà, c'est complètement con. C'est ça. Si vous êtes malade, alors je sais que c'est 40 balles pour le marathon Harry Potter, mais depuis tous ces films qu'on a vus depuis, ça toussait très souvent. Voilà. Donc limite, si vous n'avez pas envie de mettre votre masque, restez en vie chez vous. Voilà, exactement. Oui. Voilà. Si vous voulez crever, faites-le seul. Emportez pas les autres, s'il vous plaît. C'est ça, hein. Voilà. Donc c'est tout. Voilà. On peut conclure. Ouais. Mettez vos masques, allez voir des films. Abonnez-vous. À la prochaine dans le Syndrome Ciné.